Chers participants, après avoir vu le contexte de nos importations d'électricité, et nous allons voir maintenant les importations encore plus importantes d'énergie que l'on fait, à savoir l'importation des combustibles et des carburants, qui représentent une partie très très importante de nos besoins. Ces ressources importées représentent plus des 3/4 de nos besoins, essentiellement pour couvrir les besoins de transport routier ou aérien et les besoins de chaleur, qui soient de type procédé industriel ou le chauffage des habitations ou encore l'eau chaude, les consommations qui sont ici au-dessus de la barre rouge représentée sur ce diagramme. Ces derniers besoins liés à l'habitat ont une forte croissance saisonnière, avec des pics en hiver, comme nous le voyons ici, alors qu'une consommation plus faible en été, bien sûr, puisque nous avons bien besoin moins de chauffage. Par ailleurs, même au-dessous de cette barre rouge, on aurait pu représenter encore la consommation des combustibles nucléaires qui sont également importés et dont nous dirons deux mots. Mais voyons tout d'abord comment la Suisse est alimentée en combustibles fossiles, essentiellement pétrole et gaz. Le pétrole et le gaz naturel sont des composés de carbone et d'hydrogène, raison pour laquelle on parle d'hydrocarbures. L'hydrogène est pour hydro et carbure est pour carbone. Et l'hydrogène va former de H2O, c'est-à-dire de l'eau, et puis le carbure ou le carbone va former plutôt du CO2 qui est à l'origine de certains problèmes que nous avons à l'heure actuelle. Ces hydrocarbures sont formés à partir d'organismes vivants, des algues, des végétaux qui ont été accumulés sur des millions d'années et transformés progressivement grâce aux pressions et températures importantes au gré de leur migration vers les couches profondes avec des températures et des pressions nettement plus élevées. Ils se forment dans des roches peu perméables qu'on appelle les roches-mères, que l'on voit ici représentées en bleu. Toutefois, une partie de ces hydrocarbures, sous l'effet de la pression et de la température, peuvent s'échapper des roches-mères. Et à ce moment-là, elles peuvent être captées par des dômes de structures qui se trouvent au-dessus et forment à ce moment-là ce qu'on appelle des réservoirs de pétrole ou de gaz et des gisements que l'on peut exploiter simplement par la pression naturelle ou simplement en pompant. Les hydrocarbures qui sont restés captés dans cette partie des roches-mères forment ce qu'on appelle les huiles de schiste ou les gaz de schiste et qui sont partie des hydrocarbures non conventionnels. Dans cette dernière catégorie, on trouve également ceux des hydrocarbures qui ont pu migrer jusqu'à la surface. Et à ce moment-là, on va parler de sable bitumineux, par exemple. C'est ce qui est exploité au Canada à l'heure actuelle avec à grands coups de mines à ciel ouvert, avec des impacts environnementaux non négligeables. Comme nous le voyons sur cette carte des réserves prouvées au niveau mondial en 2012, les réserves principales se trouvent au Moyen-Orient, bien sûr, dans cette zone qu'on appelle le fer à cheval, qui va de l'Arabie saoudite, passant par l'Irak jusqu'à l'Iran. Et on a également dans les pays de l'ex-URSS, cette partie supérieure ici, et puis finalement aussi en Amérique, en Venezuela, bien sûr, en Amérique du Sud, et dans toute cette partie d'Amérique du Nord qui ont des réserves importantes. La production européenne, elle, est en déclin. C'est essentiellement la mer du Nord que nous connaissons. Cette autre carte résume les réserves par continent et la dure réalité des réserves de pétrole très faibles en Europe, comme nous l'avons déjà dit. Et le rapport entre la consommation de l'Europe des 28 et de la Suisse par rapport aux réserves n'est que d'une année. Donc ça veut dire que c'est extrêmement faible. Si on inclut encore alors la partie de la Russie et des pays de l'ancienne URSS, on monte à quelques 25 ans. Un autre hydrocarbure qui prend de plus en plus d'importance en Suisse est le gaz naturel, dont on voit sur cette carte l'estimation des ressources et réserves prouvées. Cela concerne aussi bien les ressources conventionnelles que les ressources non conventionnelles. Et les réserves prouvées sont ici. Et ça, c'est la production cumulée que l'on a déjà exploitée jusqu'à maintenant. Et on voit un tout petit peu que, de nouveau, par l'ampleur de ces cercles, le fait que l'Europe en elle-même n'a pas beaucoup de ressources.
Il existe de très nombreux pipelines pour le pétrole et le gaz en Europe. Quand on parle du gaz, on parle de gazoducs. Malheureusement, certains traversent des régions politiquement troublées et instables, ce qui constitue toujours une certaine menace pour cet approvisionnement et nécessite l'établissement de stocks préventifs. Pour le gaz naturel, on peut dire que les sources d'approvisionnement viennent de l'Algérie, essentiellement par le biais de Gibraltar, l'Espagne, par le biais aussi de la Sicile et de l'Italie en passant par la Tunisie, et bien sûr tout ce qui vient de la mer du Nord, qui est toujours en exploitation, et finalement les principaux gazoducs qui viennent de la Russie et des pays de l'ancienne URSS. On voit ici sur cette carte aussi représenter les routes en bleu, qui sont les routes maritimes, car de plus en plus, les gaz comme le gaz naturel sont transportés sous forme liquéfiée dans des bateaux qu'on appelle des méthaniers. Méthaniers parce que le gaz naturel est surtout composé de méthane, CH4, qui présente l'avantage par rapport aux autres hydrocarbures d'avoir 4 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone. Ça veut dire qu'on fait 4 molécules d'eau et pour une molécule de CO2 et c'est 2 fois plus que la plupart des combustibles liquides que l'on utilise. C'est la raison pour laquelle le gaz naturel est favorisé quand il s'agit de discuter d'effet de serre. En Suisse, les réseaux de transport de gaz naturel, eh bien, on voit que les principales entrées sont tout autour de la Suisse et que l'on a une relativement bonne distribution de ces ressources à la frontière. Pour rappel, le méthane liquide qui arrive dans les pays méthaniers est à peu près moins 160 degrés et ensuite converti en gaz pour être amené en Suisse dans les différents réseaux que j'avais montrés tout à l'heure. Même si les réserves prouvées se maintiennent, voire même augmentent, grâce aux ressources non conventionnelles dont on a parlé, l'homme est déjà allé explorer très loin sur la planète. Comme ici dans l'Arctique où j'ai eu personnellement l'occasion de collaborer à l'exploration de gaz et de pétrole et où on voit ici sur une île de sable, ici dans le cas présent, qui est installée pendant l'été, eh bien on voit un derrick qui est en train de forer et on voit également que la glace qui a été poussée par les vents a formé un mur ici de quelques 12 mètres de hauteur de blocs de glace et bien sûr ces mouvements de glace menacent de cisailler ce genre d'île et ça c'est une des problématiques de ces explorations dans des zones extrêmement sensibles. On est déjà allé explorer aussi dans les océans très profonds puisque on est allé à plus de 2000 mètres de profondeur au large des côtes du Brésil par exemple. Ces 2 photos assez spectaculaires montrent bien dans quelles conditions difficiles il faut parfois œuvrer pour étancher la soif d'or noir de notre monde moderne. Une nouvelle ressource, le gaz de schiste. Au niveau mondial, de nouvelles techniques de forage et de fracturation de roches, dites mers, comme on l'a vu, ont permis l'exploitation de ressources en hydrocarbures, pétrole ou gaz, jusque-là inexplorées. Ces cartes montrent la localisation géographique de ces ressources, dont une partie très importante, bien sûr, est aux États-Unis, et c'est là qu'on a des milliers de forages récemment qui ont été faits. Et ça a été favorisé aux États-Unis par, notamment, l'exemption faite par l'administration Bush de respecter le Clean Water Act. Ça veut dire, quelquefois, ces explorations ont été faites un petit peu de manière trop rapide et ont causé quelques problèmes qui conduisent à des évaluations pas toujours positives par rapport au gaz de schiste. À part ça, c'était de nouvelles techniques de forages horizontaux et de fracturation des roches sous pression demandent un grand nombre de forages et peuvent être problématiques dans des zones à haute densité de population comme en Europe. Et donc il y a ici un débat qui est ouvert, mais pour donner une petite idée, rien que dans cette zone du Dakota du Nord, ici aux États-Unis, eh bien pour maintenir la production, on estime qu'il faudra forer plus de 1000 forages par année, rien que pour maintenir la production. Ça veut dire que c'est des mises en œuvre qui sont certainement très importantes. Pour ce qui est de l'Europe plus spécifiquement, on voit sur ces cartes les différentes zones qui sont estimées comme étant des réserves importantes, notamment en Roumanie, en Pologne, au Royaume-Uni et en France. Mais jusqu'à présent,
la France a interdit l'exploration avec ce genre de technologie, donc les choses sont encore ouvertes. Pour ceux qui sont intéressés à compléter leur information, je les invite à regarder sur Internet la récente table ronde organisée à l'EPFL est disponible sur le site fifel.ch ou le site du centre d'énergie de l'EPFL. Maintenant, parlons d'un autre combustible, le combustible nucléaire. C'est pas proprement parler un combustible, mais on parle de combustible et de cycle du combustible nucléaire. Et on voit que, en partant du minerai d'uranium naturel, eh bien, il y a toute une série de concentrations, de conversions, d'enrichissements et finalement de mise en forme de cet uranium dans des barres que l'on va ensuite insérer dans les réacteurs nucléaires qui sont répartis dans le monde. Et ensuite, on a également un retraitement important des combustibles qui restent. Donc le schéma présenté ici donne une idée du nombre et de la complexité de ces opérations que l'on désigne globalement sous le vocable de cycle de combustible nucléaire. À noter que d'un point de vue de dépendance géostratégique, c'est plus le nombre très limité de pays qui ont la capacité d'enrichir l'uranium au niveau de 3% en uranium-235 que la disponibilité de l'uranium lui-même qui est important. Les pays qui ont cette capacité sont donc critiques pour l'approvisionnement des centrales et on retrouve ces capacités aux États-Unis, en Russie essentiellement, mais aussi un peu en Grande-Bretagne, au Japon et en Chine. Un autre combustible nucléaire qui est prometteur, c'est le thorium. Il n'est pas encore exploité et comme l'uranium 233 fissile peut être obtenu à partir du thorium-232, ça représente un grand avantage. Donc on peut partir du thorium et le transformer en uranium-233 qui lui est fissile. Et on peut alors l'exploiter dans des centrales adaptées qui malheureusement n'existent pas encore. Mais le thorium a des réserves très importantes à travers le monde, comme on le voit ici en Inde, en Australie, en Norvège, aux USA et au Canada, pour ne citer que les principales sources de thorium dans le futur. Alors, il n'est pas évident de développer des nouveaux réacteurs dans une nouvelle filière économiquement, mais c'est une des perspectives qu'on peut imaginer dans le futur. Nous avons donc vu que la Suisse est dépendante à plus de 3/4 pour ses importations de combustibles fossiles et nucléaires, que l'Europe des 28 plus la Suisse n'a des réserves propres que pour une année environ. Mais toutefois, on se rassure en se disant que le rapport entre les ressources mondiales en pétrole et en gaz et la consommation actuelle, ce rapport a légèrement augmenté et de plus de 50 ans. Pour autant que, naturellement, on ait des conditions géopolitiques qui soient stables. Des ressources non conventionnelles d'hydrocarbures existent en Europe et en Suisse, mais leur exploitation est très controversée. Les ressources en combustible nucléaire ne posent pas de problème à l'échelon du siècle, ce d'autant qu'il y a des nouvelles technologies qui se développent, mais l'exploitation des mines d'uranium, par exemple, fait aussi l'objet de controverses.